Le califat abbasside s'est effondré. Le vaste empire islamique qui s'étendait autrefois de l'Inde à l'Espagne est maintenant fragmenté. L'Espagne échappe au contrôle des abbassides. L'Égypte est reprise par la dynastie fatimide et les frontières nord sont sous le contrôle de Seldjouk. Même une partie du Levant et la Terre Sainte sont perdues aux forces des croisés chrétiens. L'unification de tous les musulmans sous une même bannière est désormais un rêve résolu. Mais encore aujourd'hui, nous parlons de cette époque avec beaucoup d'intérêt, comme l'un des événements les plus importants de l'histoire. L'influence de cette époque façonne encore l'idée de chevalerie et de gloire dans la culture populaire. Des films sont réalisés, des livres sont écrits, bandes dessinées et jeux sont créés. Des enfants aux adultes, les gens se souviennent encore de ces jours. Même après presque 800 ans, les légendes de cette époque influencent la géopolitique du Moyen-Orient. Et tout cela est principalement dû au travail d'un seul homme, Salah ad-Din, le Juste. Il était le dernier grand sultan du califat abbasside. Plus que ça, il était le dernier sultan qui a eu un rêve et avait osé en faire une réalité. Le rêve d'une force islamique unifiée. Le rêve de restaurer l'héritage et l'honneur du califat. Le rêve d'un Jérusalem libre, libre des croisés. Encore, Salah ad-Din n'a pas eu une victoire rapide après l'autre, comme n'importe quel autre conquérant. Il a essayé, il a échoué, il a persisté, appris de ses erreurs et est revenu plus fort. Il était audacieux, dévoué et intelligent. Pourtant son règne était rempli de revers, de trahisons et de déceptions. C'est pourquoi Salah ad-Din est si aimé. Il n'est pas comme un héros de la mythologie antique avec des super-pouvoirs. Il était plutôt un humain, de chair et d'os. Il est un héros, non pas parce qu'il était l'élu, plutôt parce qu'il était assez courageux pour en être un. Il s'est choisi lui-même pour devenir le seul. Comme nous plongeons dans sa vie dans les prochaines semaines, nous verrons comment ce héros a été forgé dans la difficulté et le courage. Dans l'année 1149, un jeune garçon de 10 ans nommé Yusuf ibn Ayyub jouait dans la cour de sa maison. Tout à coup, il a entendu un appel du minaret de la mosquée. Le sultan Zengid, Nur ad-Din Zengi, est retourné victorieux après une bataille décisive contre les croisés en Edessa. Edessa est désormais une partie de la dynastie Zengid islamique. Entendant ces nouvelles, les gens inondent les rues dans le cortège de la victoire. La bravure et la louange de Nur ad-Din sont sur toutes les langues. Le jeune Youssouf rejoint aussi le mouvement. Cet événement aura un effet éternel sur son jeune esprit. Combattre les croisés et ramener la gloire perdue des musulmans fixera le cours de sa vie. Le jeune Youssouf grandira, un jour pour être reconnu comme Salah ad-Din. À l'âge de 15 ans, Salah ad-Din déménage à Damascus avec sa famille pour finir ses études. Damascus était donc la capitale de la dynastie Zengid, siège de Nur ad-Din. Salah ad-Din rejoint une madrasa à Damascus. Nous pensons à une madrasa comme une lycée à l'ère moderne. Salah ad-Din commença à étudier la géométrie, l'algèbre, la géographie, aussi bien que le Coran et d'autres domaines des études islamiques. En même temps, il a été pris sous le mentorat de son oncle, Asad ad-Din Shirkuh. Shirkuh était un général sous Nur ad-Din. Il était un homme solidement bâti, un guerrier aguerri. Il a perdu un de ses yeux dans une guerre et portait donc un patch. Ceci faisait de lui un personnage imposant. Sous le mentorat de Shirkuh, Salah ad-Din commence à apprendre les tactiques militaires et l'escrime. Après avoir terminé la formation, Salah ad-Din rejoint la bataillon de Shirkuh et entre dans le service militaire régulier dans l'armée Zengid. Le temps est venu pour Salah ad-Din d'être au service de son héros d'enfance, Nur ad-Din. Pendant ce temps en Égypte, une lutte de pouvoir a éclaté entre deux vizirs du califat fatimide. Les Fatimides étaient une dynastie chiite et les Abbassides étaient sunnites. Sunnites et chiites sont les deux principales dénominations de l'islam. Historiquement, les deux dynasties sont des rivaux. Bref, retour en Égypte. Les deux vizirs qui essayaient d'être en fait le gouverneur de l'Égypte étaient Sharwan et Dirham. Sharwan a été chassé d'Égypte par son rival Dirham.
Sharwan a demandé de l'aide à Nur ad-Din. Alors en 1163, Nur ad-Din envoie une armée sous le commandement de Shirkuh en Égypte. Salahuddin rejoint aussi l'armée sous le commandement de son oncle. Salahuddin n'a joué aucun rôle majeur à ce stade, mais les événements qui sont sur le point de se dérouler seront ses premières vraies leçons en tactique militaire et politique. Alors nous examinerons ces événements pour comprendre comment le décor a été planté pour Salahuddin. Avec l'aide des prouesses militaires de Shirkuh, Sharwan a été réintégré comme le grand vizir d'Égypte. Shirkuh a gardé son armée près du Caire pour soutenir la règle de Sharwan, mais comme le temps passait, par la présence d'une armée sunnite au cœur de la dynastie chiite, commençait à créer des frictions politiques dans la cour fatimide. Sharwan était sous une grande pression pour conduire l'armée zengide hors de l'Égypte, mais il les avait lui-même invités, et sans le soutien de cette armée, ça ne sera pas possible pour lui de conserver le pouvoir. Alors Sharwan a commencé à magasiner pour un nouveau allié. Entre la frontière de l'Égypte fatimide et le Levant zengide se tient le royaume de Jérusalem, un état des croisés sous le règne d'Amalric. Sharwan établit une alliance secrète avec Amalric et complota pour attaquer l'armée zengide des deux côtés. Shirkuh et son armée étaient stationnés dans un endroit appelé Bilbis. Ils étaient attaqués par Amalric du nord-est et par Sharwan du sud-ouest. Cette trahison a mis l'armée zengide dans une situation critique. Ils n'étaient pas assez forts pour percer les lignes des croisés pour se retirer en Syrie. Ils ne pouvaient pas non plus se replier au Caire à cause de la trahison de Sharwan. Ne voyant aucune autre option pour sauver cette armée, Shirkuh envoya un message à Nur ad-Din pour de l'aide. Nur ad-Din était enragé par la trahison. Il avait envoyé son armée de bonne foi pour aider son allié en Égypte. Mais ce même allié avait maintenant comploté pour détruire son armée par l'aide des croisés. Comment Sharwan ose-t-il trahir la confiance de Nur ad-Din? Pourtant Nur ad-Din était un souverain intelligent. Il n'a pas agi dans la précipitation. Son objectif principal maintenant était de sauver l'un de ses généraux les plus éminents et son armée. Il ne pouvait pas laisser son armée être détruite par les croisés. Si cela signifiait ne pas se venger maintenant pour la trahison de Sharwan, ainsi soit-il. Il y aura un temps plus tard pour se venger contre lui. Nur ad-Din n'a pas pu envoyer de renfort en Égypte pour aider Shirkuh, car cela prendrait beaucoup de temps et il avait peur que Shirkuh ne pourrait pas retenir l'ennemi pour longtemps. Alors, il a conçu un plan pour dissuader la campagne de Amalric en Égypte. Nur ad-Din a rassemblé une force de frappe et a attaqué le pays de Tripoli, sans rapport avec l'actuelle capitale libyenne. Le pays de Tripoli était un autre état des croisés et un allié pour Amalric. Alors quand Nur ad-Din a attaqué Tripoli, Amalric a dû arrêter son avancement en Égypte et a renvoyé une partie de ses troupes pour défendre Tripoli. Cela a donné à Shirkuh une fenêtre pour faire reculer ses forces en Syrie et sauver son armée. Et il a saisi cette opportunité. L'armée zengide était en sécurité pour le moment, mais Nur ad-Din et Shirkuh n'ont pas oublié la trahison de Sharwan. Comploter avec le croisé contre d'autres musulmans ne pouvait rester impuni. Ils attendaient la bonne opportunité. Cette occasion s'est présentée en 1168, quand Amalric a rompu son alliance avec l'Égypte et a attaqué Caire. Amalric avait toujours ses yeux sur l'Égypte, non seulement pour l'expansion de son territoire, mais aussi pour les vastes richesses de l'Égypte. Le faible pouvoir de Sharwan lui a donné la chance parfaite pour attaquer. Amalric rassembla sa force navale et navigua vers le Caire par le delta du Nil. L'Égypte était trop faible pour se défendre sous le règne de Sharwan. Alors le califat fatimide, Al-Adid, a supplié Nur ad-Din de venir et porter secours à l'Égypte. Cela était le moment que Nur ad-Din attendait. Toutes ces années de patience, pour le doux goût de la vengeance, ont enfin payé. S'ils entrent en Égypte maintenant en tant que force libératrice, ils auraient le soutien des gens d'Égypte pour déloger Sharwan. Et en bonus, ils pourront aussi vaincre les croisés dans une autre bataille. Alors les Zengides, sous le commandement de Shirkuh, ont marché en Égypte. Salahuddin a également rejoint l'expédition, cette fois en tant que commandant d'un bataillon de l'armée. Les Zengides et les croisés se sont retrouvés face à face à un endroit appelé Al-Babin, ouest de Giza, près de la frontière désertique du Nil. Les Zengides ont choisi cet endroit intentionnellement pour un avantage stratégique qui deviendra évident après, au cours de la bataille. Pour le moment, Salahuddin a pris contrôle de l'aile droite de l'armée.
et Shirkuh a pris le commandement central. L'armée des croisés était plus nombreuse et plus forte en armes que les Zengides. Alors Shirkuh et Salahuddin ont commencé à discuter d'une stratégie de combat pour rendre inefficaces les avantages des croisés. Ils ont mis au point un plan intelligent. Salahuddin se fera passer pour le commandement central de l'armée et prétendra que ses soldats étaient le contingent central. Shirkuh n'a pas posté toutes ses troupes sur le champ de bataille et cacha une partie derrière les dunes, dans le désert. Comme les croisés n'ont pas réalisé le plan, ils ont chargé de toutes leurs forces vers la force centrale zengide. Cela était le moment que Salahuddin a préparé durant toute sa vie militaire. S'il ne pouvait pas vaincre l'ennemi avec une force pure, il le fera par stratégie. Comme prévu, Salahuddin organisa une feinte retraite. Il ordonna à son armée de se replier dans le désert. Les croisés ont chassé Salahuddin et sont tombés droit dans son piège. La cavalerie lourde des croisés perdait son avantage dans le terrain escarpé sablonneux. Il ne pouvait pas se déplacer rapidement, tandis que la cavalerie zengide, plus légère, pouvait se déplacer plus rapidement sur le même terrain. Alors l'avantage précoce des croisés était perdu. Leurs lignes se sont effondrées et la bataille était fragmentée en escarmouches plus petites, plutôt qu'une attaque centrale concentrée. Shirkuh attendait ce moment précis. Il prit sa force de réserve et retourna à l'offensive, et en même temps Salahuddin s'était retourné avec sa force et lança une contre-attaque de l'autre côté. Coincé entre les deux attaques, l'armée des croisés fut complètement écrasée. Ceci était le premier signe du génie militaire de Salahuddin, son premier avant-goût de la victoire contre les croisés. Désormais, Salahuddin n'est plus un spectateur. Il a maintenant un rôle actif à jouer. Le jeune homme inspiré par les récits des défaites des croisés est maintenant capable de vaincre les croisés à lui seul. Rejoignez-nous la prochaine fois où nous explorerons les premières années de Salahuddin dans l'administration et sa carrière militaire. Comme il est devenu le grand vizir, il protégea encore l'Égypte d'une autre attaque des croisés, renforça la nation et devint finalement le sultan de l'Égypte. La rue principale du Caire. Les gens se sont rassemblés des deux côtés pour célébrer la victoire des musulmans contre les croisés. L'armée zengide victorieuse marcha vers le palais royal du calife fatimide. Les gens criaient de joie et arrosaient les soldats de fleurs. À la tête de l'armée en marche, il y avait le général Shirkuh, et juste derrière lui se tenait Salahuddin, le jeune héros, tête haute avec fierté et honneur. Mais il ne savait pas grand-chose de ce qui allait se dérouler dans les mois à venir. Une fois que Shirkuh et ses commandants ont atteint la cour fatimide, le calife Al-Adil les a accueillis avec beaucoup de joie et de générosité. Il a offert à Shirkuh le rôle du grand vizir d'Égypte. Shirkuh a accepté cette offre sans hésitation, mais il n'a pas oublié la trahison de Shawar. Et il savait parfaitement que s'il laisse Shawar partir, il allait comploter pour riposter. Le premier ordre de Shirkuh était donc d'arrêter Shawar et de l'exécuter. C'était aussi un avertissement pour tout le monde. Quiconque osera se ranger du côté des croisés ne rencontrera qu'une fin, la mort. Shirkuh était un homme qui aimait la nourriture et organisait fréquemment des fêtes somptueuses pour ses invités. Pendant l'une de ces fêtes, après s'être régalé d'un grand repas, Shirkuh est tombé malade. La maladie s'est vite avérée fatale. Shirkuh est mort seulement 2 mois après qu'il soit devenu vizir. Salahuddin a perdu son oncle bien-aimé et mentor de confiance. Maintenant, il devait se débrouiller seul, sans le soutien et les conseils de Shirkuh. Alors que Salahuddin pleurait la mort de son oncle, Shirkuh, les chefs ou émirs de différentes factions et des groupes militaires du côté fatimide et du côté zengide ont commencé à discuter sur qui serait le prochain vizir d'Égypte. Les Fatimides voulaient un vizir faible, afin qu'il ne puisse pas accumuler beaucoup d'influence politique. L'élection d'un vizir sunnite fort ne montrerait pas la force particulière du califat chiite, alors que les Zengides ont poussé pour un leader fort en tant que vizir, afin qu'il puisse avoir une influence solide sur le califat fatimide et sa politique intérieure. Les arguments ont duré des jours. Puis un jour, un messager est arrivé au tribunal. Il a apporté une lettre de Nur ad-Din. Dans cette lettre, Nur ad-Din a recommandé Salahuddin comme successeur de Shirkuh et a demandé au calife Al-Adid de désigner Salahuddin comme vizir. Après tout, la famille de Salahuddin a été d'une grande utilité pendant de nombreuses années, à la fois pour Nur ad-Din et Al-Adid.
Les émirs fatimides ont soutenu cette nomination, car ils pensaient que Salahuddin était jeune et inexpérimenté. Ils pensaient qu'il échouerait facilement dans le rôle de vizir. Par contre, les émirs zengides ont vu le leadership de Salahuddin sur le champ de bataille et ils croyaient qu'ils pouvaient faire confiance en ses capacités. Alors, ils ont également accepté la proposition. En conséquence, Salahuddin est devenu le souverain de l'Égypte, le grand vizir du califat fatimide, à l'âge de 30 ans, au début de 1169. Salahuddin n'avait jamais eu un tel pouvoir et une telle indépendance auparavant, mais il était toujours dans un bras de fer entre le califat fatimide et le califat abbasside à travers Nur ad-Din. Et comme nous l'avons vu précédemment, ces deux califats, l'un chiite et l'autre sunnite, n'ont jamais été en de bons termes. Alors Salahuddin avait maintenant le problème de la loyauté partagée. En tant que vizir, il devait sa loyauté au califat fatimide en Égypte. En même temps, pour le général de Nur ad-Din, il devait sa loyauté à la dynastie zengide et ainsi au calife abbasside de Bagdad. Cela a rendu la tâche très difficile pour que Salahuddin fasse ce qu'il voulait faire, aider le peuple, unir le peuple et libérer les terres saintes des croisés. Peu de temps après sa nomination comme vizir, le conflit politique interne en Égypte a commencé à peser lourd sur Salahuddin. Il a essayé de se concentrer sur la reconstruction de la nation égyptienne. Il a commandé plusieurs hôpitaux et madrasas, qui sont un peu comme les universités selon les normes modernes. Il a commencé à investir dans l'amélioration des infrastructures et la défense des grandes villes égyptiennes. Un soir, Salahuddin était occupé dans son bureau pensant à son plan pour la nation, quand on frappa soudainement à la porte. Suivi de plusieurs coups forts, Salahuddin a ordonné à la personne d'entrer. C'était Ali ibn Safian, le chef de sa sécurité. Il a apporté de graves nouvelles. Certains émirs d'Égypte avaient décidé d'organiser une révolte et d'assassiner Salahuddin dans l'obscurité de la nuit. Salahuddin soupçonnait qu'il n'aurait pas le plein soutien des émirs d'Égypte, qui n'aimaient pas qu'un vizir sunnite soit sous le califat chiite fatimide. Mais il ne s'est jamais attendu à ce qu'il complote pour le tuer. Salahuddin était attristé. Il venait de prendre la gouvernance il y a juste quelques mois. Qu'a-t-il fait pour mériter une telle trahison? Mais il devait contrôler ses émotions. Il devait agir vite avant que les rebelles puissent frapper en premier. Il a ordonné à ses gardes du corps de capturer le principal conspirateur, un haut fonctionnaire du palais fatimide, qui a été immédiatement arrêté et exécuté. Cependant, cela n'a pas suffi à arrêter complètement la rébellion. Le lendemain, plusieurs autres émirs fatimides, avec près de 50 000 soldats, ont déclenché une révolte dans différentes parties de l'Égypte. Salahuddin avait maintenant une guerre civile sous sa main. Alors que la guerre civile se poursuivait, le nombre de blessés et de cadavres augmentait. Après plusieurs mois de combat, les émirs rebelles ont commencé à tomber les uns après les autres. Cela a pris presque 6 mois à Salahuddin pour réprimer complètement le soulèvement. Aucune pitié n'a été montrée aux chefs rebelles. Ils sont tombés au combat ou ont été exécutés. Ce fut une dure leçon pour les émirs égyptiens. Plus jamais personne n'osera se soulever contre Salahuddin en Égypte. Les ripostes rapides et résolues de Salahuddin ont sauvé l'Égypte d'une longue et sanglante guerre civile. Et il a bien appris sa leçon. Il a commencé à reconstruire sa cour, à nommer des gens de confiance de sa famille et des amis dans des rôles importants de l'État. En plus de cela, il a également commencé à nommer des personnes basées sur leurs compétences et mérites, et non à cause de leur lignée et de leur influence. De cette façon, Salahuddin a progressivement créé un conseil intérieur fort et digne de confiance. Ceci a solidifié la position politique de Salahuddin dans le tribunal fatimide. Maintenant, il pouvait à nouveau se concentrer sur la reconstruction de la nation. À peine 3 mois se sont déroulés en paix, puis la catastrophe a de nouveau frappé. Vers la fin de 1169, les États croisés de l'Empire byzantin ont regroupé leurs forces et envoyé une flotte navale massive pour envahir l'Égypte. Ils approchaient rapidement pour attaquer une ville portuaire égyptienne, Damiette. Salahuddin travaillait dur pour renforcer la fortification de différentes parties de l'Égypte depuis son arrivée au pouvoir, car il s'attendait à une attaque des croisés. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette attaque vienne de la Méditerranée. Il pensait que les croisés envahiraient sur terre à travers la péninsule du Sinaï, comme ils l'avaient fait auparavant. La principale force de défense de Salahuddin était stationnée beaucoup plus au sud que Damiette. Cela signifiait que cela prendrait un certain temps pour envoyer des renforts à la ville portuaire. Donc il devait trouver un moyen de retarder l'invasion. Il a envoyé un messager au gouverneur de Damiette, lui demandant de bloquer l'entrée de la mer afin que les flottes navales ne puissent pas entrer dans la ligne défensive. Il leur a écrit que les renforts étaient déjà en route. Simultanément, il commandait son armée à marcher vers Damiette.
En recevant des nouvelles de Salahuddin, les troupes de Damiette ont renforcé la défense de la ville et ont soulevé une chaîne de fer à travers le bras de la ville du Nil. Cela a empêché les navires croisés d'entrer dans le port depuis la mer et a lancé leur attaque. Les croisés ont décidé de bloquer la ville par la mer. C'est exactement ce que Salahuddin avait prévu. Il pouvait désormais envoyer des fournitures facilement à la ville à travers le Nil et des renforts pourraient atteindre la ville du côté sud sans affronter l'ennemi. Les croisés ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas prendre la ville aussi facilement qu'ils l'avaient pensé. Ils ont commencé des tactiques de combat en commençant à déployer des attaques au loin afin d'attaquer la défense de la ville. Ils ont construit des catapultes, des tours et des balistiques. Mais les défenseurs de Damiette ont pu défendre les vagues d'attaque des croisés, les unes après les autres. Cela était possible car ils recevaient régulièrement de la nourriture, des armes et des hommes. De temps en temps, les défenseurs sont même devenus offensifs pour faire pression sur les lignes de front des croisés. À une occasion, ils ont même envoyé un bateau en feu descendre le fleuve dans la flotte byzantine. Dès qu'il a atteint la flotte, les explosifs stockés à l'intérieur ont explosé, provoquant une énorme explosion. 6 navires de guerre byzantins ont été complètement détruits et plusieurs autres ont été endommagés de manière irréparable. À plusieurs reprises, les défenseurs se sont également ralliés hors des murs de la ville, en attaquant les lignes du siège et en détruisant des engins du siège qui martelaient les murs de la ville. Après plusieurs semaines de tentatives infructueuses pour faire tomber Damiette, les croisés ont commencé à manquer de nourriture et d'autres fournitures. Leur plan pour lancer une attaque rapide et surprise contre l'Égypte avait complètement échoué. Il n'y aurait aucun moyen maintenant de continuer l'invasion sans subir d'énormes pertes. La guerre viderait leurs trésors et les richesses qu'ils ont planifiées pour piller l'Égypte étaient désormais hors de portée. Donc après presque 2 mois de siège de Damiette, les croisés décidèrent de se retirer et de quitter l'Égypte. Bien que la bataille au siège de Damiette n'était pas aussi intense que les autres invasions des croisés, l'échec des forces combinées byzantines et croisées pour prendre une seule ville portuaire égyptienne était en fait un coup dur au moral des croisés. Cette victoire a prouvé le leadership compétent de Salahuddin. Il y aura encore 5 ans avant que l'Égypte ne soit confrontée à une autre menace extérieure. Salahuddin avait maintenant les ressources et le soutien en Égypte pour continuer sur son plan directeur. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorons une consolidation plus poussée du pouvoir de Salahuddin en Égypte et sa lutte pour unir les nations musulmanes sous une seule bannière contre les croisés. Restez à l'écoute.